Il faut nous protéger. Vous êtes en sécurité ici. Mais que se passe-t-il? Rien de dramatique. Je vous ai raté, c'est tout. Comment? Oh, cela ne me gêne pas de reconnaître mes erreurs, mais j'avoue qu'avec l'âge, je ne vise plus aussi bien qu'avant. Croyez-vous qu'un homme raisonnable s'amuserait à saccager son propre portail en bois? Ne craignez rien. Je ne tire que sur les gens qui s'approchent de ma maison. Une fois qu'ils sont chez moi, ils sont mes hôtes. Faire feu sur un rôdeur relève d'une légitime méfiance, non? Tandis que ajuster un invité tiendrait de l'assassinat. Mon invité ou un cadavre, c'est l'alternative. On ne sait que choisir. Monsieur Smirko, vous avez oublié notre rendez-vous? Notre rendez-vous. Nous étions convenus de nous rencontrer ici, à Rosvanoï, vers 16 heures. J'ai fait 300 km et 1 heure de bateau pour rejoindre votre île. Qui êtes-vous? Eric Larsen. Eric Larsen! Ah. Et cela vous suffit comme réponse. Lorsque vous vous interrogez sur vous-même, lorsqu'au milieu d'un ciel d'étoiles muettes et innombrables, vous demandez qui vous êtes, squelette fessu et grelottant, au milieu d'un univers hostile, au mieux indifférent, vous répondez « Je suis Eric Larden, je suis Eric Larden » et vous arrivez à vous contenter de ces quelques syllabes stupides. « Je suis Eric Larden ». Larsen. Oh, pardon. Larsen. La quintessence de votre être tient dans le S. Eric Larsen. C'est impressionnant. C'est quelque chose qui comble un trou ontologique, qui bouche les abîmes de la création. Eric Larsen. L'œuvre de Kant ou de Platon ne paraît qu'un mauvais soufflet métaphysique auprès de la consistance de ce S. Eric Larsen. Comment n'y avais-je pas songé avant? Monsieur Smirko, je suis journaliste à la Gazette de Nobroznik et vous avez accepté de vous prêter un entretien avec moi. Fabulation. Je déteste les journalistes. Je ne converse qu'avec moi-même. Je ne vois pas pour quelle raison je me laisserai envahir. Mais moi non plus. Vous m'avez confirmé ce rendez-vous par écrit. Amusant. Avez-vous une idée de ce qui m'a conduit à accepter cet entretien avec vous? J'ai quelques hypothèses. Ah. Une hypothèse. Ah. Je crois que nous allons très bien nous entendre. Bon, très bien, commençons mon travail. J'imagine que vous avez un de ces machins qui me donnent une voix de fausset et des intonations ridicules. Ah, magnétophone. C'est curieux. Ce sont toujours ceux qui m'enregistrent qui me prêtent des phrases que je n'ai jamais prononcées. Paradoxal, n'est-ce pas? C'est prendre des béquilles pour trébucher. Est-ce que vous aimez mes livres? Est-ce vous qui allez poser des questions? Et nous n'avons pas commencé. Aimez-vous mes livres? Je ne sais pas. Pardon. C'est un peu comme pour Dieu. Je ne sais pas. Dieu, on en entend parler bien trop longtemps avant de se poser sincèrement les moindres questions à son sujet. Dès lors, quand on commence à y réfléchir, on est intimidé. On est déjà sous influence. On se dit que les hommes ne se disputeraient pas depuis des millénaires s'ils n'existaient pas vraiment. Votre réputation me fait le même effet. Elle m'a toujours empêché d'avoir un avis propre. Prix Nobel, traduit dans 30 pays, décortiqué par les grandes universités. Vous brillez trop pour moi, et cela m'aveugle. Prix Nobel. Vous ne vous laissez pas éblouir par une médaille. Il faut l'avoir pour ne pas être impressionné. Il n'y a que vous pour être si modeste. Modeste. Modeste, moi. Je ne crois pas que la modestie existe. Regardez un modeste. Ses rougeurs et son trouble ne sont que les contorsions de son immodestie qui cherche à se donner un mérite supplémentaire. Alors comme ça, vous étiez en train de me dire, poliment, que vous n'aimez pas mes livres? Non, mais il est tellement posé comme axiome que vous êtes admirable que cela me paralyse l'admiration. Je saurais mieux ce que j'en pense quelques années après votre mort. Eh bien, charmant. Vous m'avez lu, moi? Comme personne. Pouvons-nous commencer? Oui.
inavoué, votre 21e livre. Il s'agit d'une correspondance amoureuse entre un homme et une femme. Cette passion est d'abord vécue sensuellement pendant quelques mois, dans le plus grand bonheur. Puis l'homme décide d'y mettre un terme. Il exige la séparation, une séparation de corps. Bien sûr, la femme à contre-cœur accepte. Ils s'écrivent pendant des années. 15 ans, je crois. Le livre fait de cette sublime correspondance, qui s'arrête d'ailleurs brusquement, il y a quelques mois, l'hiver dernier, et sans raison apparente. J'étais fatigué d'écrire. Vous avez créé une grande surprise avec ce roman. C'est la première fois que vous parlez d'amour. Votre terrain de prédilection est d'ordinaire le roman philosophique. Vous installez vos fictions sur des auteurs habités par l'esprit seul, loin de tout réalisme, dans un monde qui n'appartient qu'à vous. Et là, subitement, vous parlez d'une histoire presque ordinaire, quotidienne. L'affection d'un homme, un écrivain tout de même, et d'une femme. Une histoire de chair et de sang où frémit le souffle de la vie de tous. C'est votre plus beau livre. Les critiques qui vous ont parfois malmené ont été très élogieuses. C'est un concert de compliments. Ah bon? Écoutez, vous ne lisez pas les journaux? Non. Vous n'avez ni radio, ni télévision? Non. Je ne tiens pas à me laisser submerger de banalité. Ah, ils ont aimé. Eh bien, décidément, je ne comprendrai jamais rien à ces oiseaux-là. Eux non plus, d'ailleurs, qu'ils louent, qu'ils blâment, ils parlent, mais ne saisissent rien. 25 ans de malentendu avec la critique. C'est ce qu'on appelle une belle carrière, non? Mais qu'est-ce que cela vous fait de savoir que de manière unanime, ce 21e livre est reconnu comme votre chef-d'œuvre? Cela me fait de la peine pour mes autres livres. On dirait que vous aimez vos livres comme des enfants. Ce sont eux qui me font vivre. Je suis un père entretenu mais reconnaissant. J'ai senti une amertume dans votre réaction. Vous avez tout, le talent, les honneurs, le succès, et vous n'avez pas l'air heureux. Ne nous égarons pas, reprenez. Pouvez-vous nous parler de cette femme, Eva Larmor? Pardon. Cette correspondance est signée Abel Znoko, Eva Larmor. J'ai quelques notions concernant votre vie, mais je ne sais rien d'elle. Parlez-nous d'Eva. Cette femme n'existe pas. Vous voulez dire que toute cette histoire est inventée? Je suis un écrivain par une photocopieuse. Mais pourtant, vous vous représentez dans le livre. Moi, Vous êtes l'homme de cette correspondance. Pourquoi les bonhommes seraient-elles signées Abel Znorko? parce que je les ai écrites. Mais les autres, signées Eva Larmor. Donc je les ai écrites aussi. La femme que j'étais en les écrivant s'appelait Eva Larmor. Vous voulez dire que cette Eva Larmor n'existe pas? Exactement. Qu'elle est inspirée par personne? Pas à ma connaissance. Inspirée par une femme? Ou des femmes que vous auriez aimées? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce qu'il y a de beau dans un secret, ce mystère qu'il contient, dont la vérité qu'il cache. Lorsque vous allez au restaurant, passez-vous par les cuisines? Fouillez-vous les poubelles en sortant? Je vous disais, bêtement peut-être, qu'il y a des détails qui ne s'inventent pas. Bêtement, c'est le terme exact. Je voudrais bien savoir ce qu'est un détail qui ne s'invente pas. Est-ce que le talent d'un romancier n'est pas justement d'inventer des détails qui ne s'inventent pas, qui ont l'air vrais? Lorsqu'une page sonne authentiquement, elle ne le doit pas à la vie, mais au talent de son auteur. La littérature ne bégaye pas l'existence. Elle la provoque, elle la dépasse, elle la sublime, monsieur Larden. Larsen. Pardon, Larsen. Vous vous rétractez dès que je pose une question personnelle. Ouais, je préfère les questions intelligentes. Je fais mon métier. Ou n'importe quel microcéphale lobotomisé me poserait la même question que vous. Quel rapport y a-t-il entre ce que vous écrivez et ce que vous vivez? À force de consigner les événements dans vos folioles graisseuses, à force d'étaler votre syntaxe dynamique, à force de copier, recopier, rapporter, reproduire, vous êtes devenus des infirmes de la création. Et vous imaginez que n'importe quelle personne qui prend la plume agit comme vous. Je crée, moi, monsieur, je ne rapporte pas. Est-ce que vous auriez demandé à Homère s'il avait vécu au milieu des dieux sur l'Olympe? Vous vous prenez pour Homère? Non, mais je prends pour un journaliste, c'est-à-dire tout ce que je ne supporte pas. Bon, très bien. Je suis désolé, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Je vous demande pardon du dérangement. Mais oh! Qu'est-ce qui vous prend? Nous causons tranquillement. Je
dédaignez-vous? Je vous réponds. Vous me répondez par des insultes. C'est tout ce que j'ai disponible pour certaines questions. Vous vous estimez toujours supérieur à votre interlocuteur. Vous n'avez quand même pas la prétention de valoir plus que moi. Monsieur Snorco, non. Je n'ai pas de prétention du tout. Je ne suis pas un grand écrivain, même pas un écrivain. Je n'ai jamais tracé une seule ligne qui mérita d'être retenue. Mais j'ai toujours été respectueux des personnes que j'ai rencontrées. Et j'ai pris l'habitude, quand on me demande quelque chose, de répondre sincèrement. Eh bien, vos habitudes sont déplorables. Alors adieu, monsieur. Mais voyons, qu'est-ce que vous voulez? Je vous fais l'exception de vous recevoir et vous partez. Qu'est-ce que vous voulez que je ne vous donne pas? La vérité. Oh, soyez pas vulgaire. Dites-vous toujours la vérité, vous, monsieur Larsen? Je sais. Eh bien, moi, jamais. Mais je connais vos fictions. Je sais ce que chacun en sait. Et si j'ai voulu rencontrer l'homme, c'est pour en apprendre plus. Et pourquoi voudriez-vous que la vérité apporte plus que le mensonge? La vérité, monsieur Snorco. Oh, n'insistez pas. Je suis un faussaire, bien non. Vous vous êtes trompé de boutique. La vérité, je ne vends pas. Je ne fournis que des artifices. Mais apercevez vos contradictions. Vous venez voir un homme célèbre pour la fabrique de ses mensonges et vous lui demandez de vous fournir la vérité. Autant aller chercher votre pain chez le boucher. Vous avez raison. Je me suis trompé. Au revoir. Tenez! Vous êtes beaucoup moins lâche que je ne pensais. Je vous croyais incapable de vous mettre en colère, tout comme vos collègues. Vous me plaisez! Allez! Allez, nous causons tranquillement. Ne nous emportons pas. Je tiens à ce que vous restiez. Je vous écoute. Vous auriez bien quelque chose? Un godet? Un petit godet, allez, rien de tel qu'un petit godet glacé pour se déglutir la glotte. Lorsqu'on disait que vous étiez antipathique, je croyais qu'on exagérait. Eh bien, un conseil, n'écoutez jamais celui qui dit du bien de moi. Écoutez toujours celui qui en dit du mal. C'est le seul qui ne me sous-estime pas. À croire que vous prenez plaisir à être odieux? Je déteste cette nouvelle mode qui consiste à être sympathique. On se frotte à n'importe qui, on jappe, on lèche, on se fait lécher, on tend la patte, on montre ses dents à compter. Sympathique. Quelle chute. Votre réputation de misanthrope ne relève donc pas de la légende. Depuis combien de temps demeurez-vous sur cette île? Une dizaine d'années. Et vous ne vous ennuyez pas? En ma compagnie? Jamais. Est-ce fort fatigant de vivre avec un génie? On ne manque de vivre avec un imbécile. Mais je suis bien ici à Rosvanoï. L'aurore dure 6 mois, le crépuscule 6 autres. J'échappe ici à tout ce que la nature a de fastidieux ailleurs. Les saisons, les climats mitigés, cette alternance idiote et quotidienne du jour et de la nuit. Ici, près du pôle, la nature ne s'agite plus, elle fait la planche. Et puis, il y a le ciel, la prairie, la mer, toutes ces grandes pages blanches qui s'écrivent sans moi. Combien peut-on passer d'années sans voir jamais les autres? Combien peut-on passer d'années en les voyant tous les jours? Cependant, quand on vous lit, vos romans sont tellement riches de notations précises sur la nature humaine qu'on doit admettre que si vous ne fréquentez pas les hommes, vous savez tous d'eux. Merci. Mais je n'ai aucun mérite. Il y a 2 races particulièrement monotones dans le règne animal. Les hommes et les chiens, on en a vite fait le tour. Et qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux? Les nuages, les chats. Je n'aime pas tellement les chats. Je l'ai tout de suite vu lorsque vous êtes entré. Vous avez le regard franc des âmes sentimentales. Vous attendez trop des autres. Oh, vous êtes prêts à vous sacrifier pour eux. Un très brave homme, en somme. Mais attention, vous êtes dangereux pour vous-même. Attention. Revenons à votre livre. Pouvez-vous nous parler de votre conception de l'amour? Pourquoi dites-vous « nous » quand vous me posez une question?
Je parle au nom de mes lecteurs. Bon, foutre! Épargnez-moi votre mégalomanie. Vous ne parlez pas au nom du peuple sous prétexte qu'il y a une bande régulière de couillons qui achèteraient votre torchon pour emballer leurs légumes. Parlez-moi de votre conception de l'amour. Je préfère ça. Je hais l'amour. C'est un sentiment que j'ai toujours voulu m'éviter et me le rend bien d'ailleurs. Pourtant, vous avez été amoureux. Oui. Voilà, 18 ans. À l'âge où j'ai essayé l'alcool, les cigarettes, les voitures, les filles et autres signes rituels censés me faire pénétrer dans le monde adulte. Mais très rapidement après, je me suis débarrassé de l'amour. Pourtant, vous avez été aimé. Aimé. Désiré énormément. Les femmes prêtent toutes les vertus à un écrivain. Lorsque je me rendais une fois au livre, je provoquais autant d'évanouissement qu'une rockstar. Je ne compte plus le nombre de jolies femmes qui m'ont offert leur corps et leur vie. Ah, et alors? Je prenais le corps, je leur laissais la vie. Jeune, je me suis rapidement spécialisé dans la femme mariée, histoire d'être plus tranquille. L'adultère protège les sentiments. Vous n'avez pas craint la colère des maris? Les maris ne tuent plus par jalousie, ils se sont endormis avant. Votre appareil nous enregistre en ce moment. Oui, Vérifiez. la bande tourne. Ça n'a pas toujours été facile de vivre hors de ces normes-là. Il faut courir vite et longtemps pour échapper à la médiocrité triomphante. Je ne comprends pas qu'on puisse percevoir l'amour comme une médiocrité. Écoutez, mon petit Arsène Lupin, je vais vous raconter une vieille légende d'ici. C'est une histoire que marmonnent parfois les vieux pêcheurs du Nord, en ravaudant leur filet à morue. Voilà. Il fut un temps où la terre prodiguait le bonheur aux hommes. La vie avait un goût d'orange, d'eau fraîche et de sieste au soleil. Le travail n'existait pas. On mangeait, on buvait, on dormait. Hommes et femmes s'emboîtaient naturellement dès qu'ils ressentaient une démangeaison d'entrejambe. Rien ne portait à conséquence. Le couple n'existait pas, seulement l'accouplement. Aucune loi ne régissait le haut des cuisses. Le seul plaisir régnait. Mais le paradis est ennuyeux, comme le bonheur. Les hommes se rendirent compte que le sexe toujours satisfait s'avérait encore plus monotone que le sommeil qui le suit. La gymnastique de la jouissance commençait à les lasser. Alors les hommes créèrent l'interdit. Ils décrétèrent certaines liaisons illicites. Comme des cavaliers à une course d'obstacles, ils trouvèrent la piste moins ennuyeuse, barrée de plusieurs empêchements. L'interdit leur donna le goût pulpeux et cependant amer de la transgression. Mais on se lasse d'escalader toujours les mêmes montagnes. Alors les hommes voulurent inventer quelque chose d'encore plus compliqué que le vice. Ils inventèrent l'impossible. Ils inventèrent l'amour. Monsieur ridicule. Mais l'amour n'est qu'une perversion, une transgression de la sexualité, une erreur, un détour. Un chemin de traverse où musard de ce qu'ennuie le coït. C'est aberrant. Mais si! Voyez donc, le plaisir se vit dans l'instant, fugace, futile, toujours évanoui. L'amour, lui, se loge dans la durée. Enfin, du solide, du contrarié, du consistant. L'amour ouvre le temps aux dimensions d'une histoire, crée des étapes, des approches, des peines, des joies, des chagrins, des retournements, des soupirs. Bref, l'amour offre la séduction du labyrinthe. Voilà, mon petit Arsène, ce n'est rien d'autre l'amour. Histoire que s'inventent dans la vie ceux qui ne savent pas s'inventer des histoires dans les mots. Vous venez de l'inventer ou cette légende existe vraiment? À votre avis, Et qui l'a aidé? qui écrit les légendes? Si je vous suis bien, vous, dans votre vie, vous avez évité l'amour et vous vous êtes contenté du sexe. Eh bien voilà. Ce ne doit pas être évident, isolé au milieu des eaux. Comment croyez-vous que je mange ici? Que je gratte l'écorce des arbres avec mes petits ongles pointus? On m'y livre de tout ici, du pain, du vin, des légumes, de la viande, de la femme. Je sais. Lorsque j'ai pris le bac, le passeur m'a parlé de ces dames. Il m'a même susurré le surnom qu'elle vous donne. Ah bon? Vous le connaissez? Non. L'ogre de Rose Vanneuil. L'ogre de Rose Vanneuil. L'ogre de Rose Vanneuil.
L'œuvre de Rosvanol. C'est beau comme une légende. Mais qui invente les légendes? Et que protègent les légendes? Pour revenir à mon livre, je ne suis pas l'homme de ce roman. J'ai toujours évité les distractions qui compliquent. Je me suis toujours tenu à l'écart de l'amour, c'est ma seule sagesse. C'est extraordinaire. Vous décrivez pourtant comme personne les états amoureux. Merci. Et mieux encore, les états de frustration amoureuse. Cette femme n'existe pas? Non! Non et non. La première page dédie ce livre à H.M. Qui est-ce? Si j'avais voulu qu'on le sache, j'aurais écrit le nom en entier. Ce sont des initiales de la vraie femme avec qui vous avez échangé votre correspondance. Hypothèse délirante. Je ne vous crois pas. Je m'en contrefous. Écoutez, si vous vous moquez de tout, que voulez-vous de moi? Pourquoi m'avoir fait venir? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? J'ai l'impression que vous souffrez. Moi, Que vous n'êtes pas heureux. heureux? Pourquoi faire? Votre silence est tellement plus bavard que vos mots. Oh, économisez vos subtilités, je vais très bien. Laissez-moi vous aider. Je suis un de ces inconnus insignifiants à qui l'on raconte sa vie un soir de hasard, sans bien savoir pourquoi. Je n'ai pas d'importance, je peux tout entendre. Avec moi, rien ne prête à conséquence. Parlez-moi d'elle. Oh, mais foutez-moi la paix. Votre gentillesse sans le chien mouillé. Allez, escamotez-vous, tolère. Cette curiosité, cette sollicitude, c'est irrespirable. On étouffe quand on est avec vous dans une pièce. Allez, je ventile, j'aère. Adieu. Qui vous autorise? Les variations énigmatiques, ma musique préférée, Ouais. la vôtre aussi. Mais, Vous faites semblant de n'aimer personne, mais c'est un leurre. J'ai appris ce que vous faisiez de votre argent. j'en passe. Je thésaurise. Vous donnez tout à la recherche médicale. Mais, comment? C'est faux. C'est faux. Adieu, monsieur Marco. Adieu. Je êtes fou! Complètement fou! Les balles sont passées à quelques centimètres de moi! Et ça fait quel effet? Mais qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Vos impressions. Ça fait quel effet d'être pris pour un lapin? Que voulez-vous? Mais dites-moi qu'on en finisse! Asseyez-vous! Asseyez-vous! Vous boirez bien quelque chose? Un godet. Un petit godet. Allez, rien de tel qu'un petit godet glacé pour déglutir les meufs. Vous faites pas les hospitaliers, c'est trop. Quand on vient de décharger son fusil sur quelqu'un, on lui propose pas un verre 30 secondes plus tard! Cela vous était tellement facile de refuser notre entretien, comme vous l'avez fait avec tous mes confrères. Non seulement vous m'avez reçu, mais maintenant, vous m'empêchez de partir. Qu'est-ce que vous voulez? Que voulez-vous exactement?
Comment savez-vous ce que je fais de mon argent? J'ai exigé le secret. Une enquête. Vous donnez des sommes énormes sur des unités de recherche pour les plus graves maladies. N'importe qui se rendrait au effort d'en offrir le 10e. Pourquoi le passer sous silence? Je ne donne pas par bonté. Je donne par peur. Que faites-vous ici? Vous êtes le premier journaliste que je vois arriver à faire marcher un magnétophone sans prise ni pile. Si. Vous ne l'aviez pas remarqué peut-être? Si. Lorsque je vous l'ai demandé tout à l'heure, vous m'avez assuré que la bombe tournait. Il est tombé en panne pendant le voyage. Bon, de toute façon, ces appareils sont inutiles. Je faisais semblant. Ma mémoire suffit. Oui. Bon, je reste. Il y a quelque chose qui m'amuse chez les menteurs. C'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de dire la vérité. J'attends mon heure. Vous avez des provisions de bouche? J'attends. Quoi? Et vous? Ah, qu'est-ce qu'un homme attend d'un autre homme? C'est parce qu'ils ne le savent pas que les hommes continuent à se fréquenter. Que voulez-vous? Et vous? Terrible impasse, ils sont deux et aucun ne parlera le premier. En attendant, parlez-moi de vous. Je ne vois pas ce que je pourrais avoir envie de vous dire. Je sais pas. Vous êtes marié? Oui, il est marié. Oh, il est amoureux de sa femme. Enfin, c'est ce qu'il croit. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Oh, il émane de vous un fumé d'intense platitude. Ça sent le pot-au-feu, la charentaise, le mégot propre, le gazon coupé. La lavande sous les draps. Je ne vous vois pas risquer d'avoir un bonheur différent des autres. Tout est dans la norme et dans le mort. Je suis ridicule à vos yeux? Pire. Hein. Ordinaire. Vous jugez l'humanité comme si vous vous teniez au-dessus d'elle? Je suis orgueilleux, insupportable, prétentieux, tout ce que vous voulez, mais pas ordinaire, non. Effectivement. C'est curieux cette façon de retenir les gens pour les accabler. Qu'est-ce que cela cache? Bonne question. Alors, vous me regardez avec le haine. Pourquoi? D'où vient cette haine? La haine n'a jamais la haine pour origine. Elle exprime autre chose. La douleur, la jalousie, la frustration, l'angoisse. Philosophe. Décidément, nous n'échappons à aucune banalité. L'amour parle toujours au nom de l'amour, mais la haine parle toujours pour quelque chose d'autre. De quoi souffrez-vous? C'est émouvant, ces trésors de compassion. Mais vous ne pouvez pas vous intéresser aux autres autrement qu'en infirmière? Non, je ne peux pas. Quand je regarde un homme, je vois quelqu'un qui va mourir. Morbide. C'est pour ça que j'ignore la colère, que je n'insulte pas, que je ne peux pas frapper. J'aperçois le squelette sous la chair. Moi, je vais très bien, merci. Vraiment? Vous crevez tellement de solitude et d'ennui que vous exécutez un numéro de cirque pour obtenir le premier venu. Ah, mais vous n'êtes pas vraiment le premier de nous. Ah oui? Pourquoi? Il serait temps de m'expliquer. Bien. D'accord. Je crois que nous nous sommes tournés assez autour en reniflant. Bon. Je vous ai fait venir lorsque j'ai appris que vous habitiez Novrovnik. Vous habitez bien Novrovnik, n'est-ce pas? Oui? J'aimerais avoir des nouvelles de Novrovnik. Vous connaissez? Non. Je suis jamais allé, mais on en a parlé. Pourquoi cette question? Votre livre, Dans l'amour inavoué. Les descriptions que vous faites de la vie où habite cette femme, la femme aimée, eh bien, j'avais l'impression que c'était Novrovnik. Bien. Bon, vous appelez ce village autrement. Mais quand des Valarmor évoque la distribution des rues en spirale, lorsqu'elle indique l'église de fer et le Rodin bleu, elle décrit Novrovnik. Coïncidence. Et lorsqu'elle s'attarde sur la fontaine figurative du XVIIe siècle, qui retrace la conquête du Grand Pôle par le roi Gustave, la seule fontaine figurative du XVIIe, qui se trouve justement à Novrovnik. Incroyable, n'est-ce pas, pour quelqu'un qui ne connaît pas Novrovnik?
Oui, nous avons ces visions parfois. Et j'imagine donc que vous n'êtes pas le seul habitant de Dubrovnik à vous être rendu compte de cette pensivité. Sans doute. Mais vous savez, une si petite ville, j'ai peur que vous n'ayez peu de lecteurs. Ah, vraiment. Vous n'avez parlé de mon livre avec personne, hein? Non, bon, je sache. Ah si, il y a quelqu'un qui vous lit, qui vous aime beaucoup, qui vous vénère même. Comment n'y avais-je pas pensé? Le pasteur, oui, le pasteur est fou de vous, je vous assure. Et c'est un homme difficile, une culture remarquable. Oui. Pourtant, il me semble me souvenir. J'ai reçu une ou deux lettres de Dubrovnik. Dans mon nombreux courrier, n'est-ce pas? Les lettres d'une femme. Professeur de lettres dans votre village. Comment s'appelle-t-elle déjà? Une femme, professeur de lettres. Oui. Une belle femme. Oh, oui, oui. Mais enfin, j'en sais rien. Par courrier, n'est-ce pas? Mais en écrivant, elle avait cette assurance des femmes à qui les hommes ne refusent rien. Attendez que je me souvienne de son nom. Hélène... Hélène Metternack. Oui, c'est cela. Hélène Metternack. Vous la connaissez? Naturellement. Dubrovnik est si petit. Comment va-t-elle? Je n'ai plus de nouvelles. Vous n'allez pas me dire que vous m'avez fait venir uniquement pour me demander des nouvelles d'Hélène Metternack. Non, qu'il est drôle. Et puisque nous en parlons, vous ne vous êtes jamais entretenu de moi avec elle? Non, jamais. Vraiment jamais. Nous n'avons jamais parlé de vous ou de vos livres. Oui. Quoi l'aurait-elle fait d'ailleurs? Oui, pourquoi? Vous dédiez votre livre à H.M. C'est Hélène Metternack. Oh, mais quelle drôle d'idée! Oh, croyez-vous que je dédierais mon livre à une admiratrice professeure de lettres dans un village au fin fond d'un trou gelé, sous prétexte qu'elle m'a écrit 2, 3 lettres pour me dire qu'elle aimait bien mon livre? À ce moment-là, il faudrait que je dédie 20 romans par jour. C'est en moyenne ce que je reçois comme courrier. Vous expliquez trop. H.M. c'est donc Hélène Metternack. Écoutez, pour vous rassurer, je vais vous expliquer qui était H.M. C'était Henri Metzger, mon premier éditeur. Je lui dois toute ma carrière. Et comme il est mort et que j'ai changé de maison d'édition, par respect pour mon éditeur, je n'ai fait apparaître que les initiales. Ah bon? Je vous avais prévenu, la vérité déçoit toujours. Eh bien, monsieur Smarco, je ne vais pas plus abuser de votre temps. Je vous remercie mille fois pour cet entretien exclusif. Je vais rentrer le taper et l'envoyer à ma rédaction. Oui. Nous n'avons pas fini. Vous savez, les pages culturelles me sont comptées dans le journal. Et même pour vous, on ne m'accordera pas plus d'une demi-page le mercredi. Et j'ai un biscuit bien suffisant. Je n'ai rien dit. Je vous ai parlé de Dubrovnik, vous m'avez gavé de sentences définitives. Tout est pour le mieux. Alors un prix Nobel vous reçoit. Un prix Nobel fait l'exception d'accorder un entretien exclusif avec un petit quotidien régional. Vous expliquerez à votre rédacteur en chef que... Mais Madame Valette, non. Le seul moyen de sortir des pages littéraires serait d'avoir un événement, une nouvelle qui justifie le changement de rubrique. Jean, Que vous avez vécu plusieurs années à Dubrovnik, que vous avez connu la femme de votre vie à Dubrovnik, que vous avez passé vos heures d'amour avec elle à Dubrovnik. Là, ça justifierait le papier. Autrement, vous aurez l'espace que l'on accorde à la littérature. En plus. vous voulez de la nouvelle? Bah, moi je vais vous en donner moins de la nouvelle. Et de la forte. Et de l'exclusive. Alors mon garçon, on n'aurait pas fait tous ces kilomètres pour rien, vous me vexeriez. Vous voulez une révélation? Bah moi je vais vous en faire une révélation. Pourquoi me feriez-vous ce cadeau? Oh, c'est pas un cadeau, c'est un échange. Je vous donne une information et vous me rendez un service. Et quel service? Porter une lettre et la remettre en main propre. Vous allez encore mentir? Je ne peux pas faire rien. À quoi reconnaîtrais-je la vérité? À son indélicatesse. Le mensonge est délicat. Artiste. Il énonce ce qui devrait être. La vérité se limite à ce qui est. Comparé à un escroc et un savant, seul l'escroc a le sens de l'idéal.
Je vous écoute. Eva Larmor, dont mon livre est inspiré par un personnage réel, une femme que j'ai aimée. C'est votre compatriote Hélène Metternich. Non. Oui. Nous nous sommes connus il y a 15 ans. J'ai rencontré Hélène à un congrès sur la jeune littérature nordique. Elle le suivait en étudiante, au 3e rang, ses jambes dépassant dans l'allée. Dès que je l'ai aperçue, j'ai senti quelque chose de familier qui s'échappait d'elle. L'avais-je déjà vue? Non. À force de la regarder, j'ai fini par trouver d'où venait ce sentiment de familiarité. Il venait de sa laideur. Pardon? La figure des gens beaux a une architecture, même si elle n'exprime rien. Les gens ingrats sont contraints de sourire, de faire briller leurs yeux, d'animer leur bouche pour raviver une face sans consistance. De son visage, on ne retenait que les sentiments, pas les traits. Hélène était constamment contrainte à s'exprimer, sans cesse, sans cesse. De plus, elle était accoudée d'une peau qui me mettait mal à l'aise. Lorsque je l'observais, je frissonnais de gêne, comme si la chair s'offrait tactile. Je n'osais même pas me retourner vers Hélène. J'avais peur qu'on me surprenne en train de la presser, de la palper, de la toucher. Cette pauvre fille a une peau indécente, me disais-je. Son corps me semblait saillant, obscène. La silhouette ne valait guère mieux. Oh, Hélène était objectivement bien faite, mais je ne sais quoi soulever le cœur. J'étais submergé par une nausée, quelque chose comme de la pitié. Je ressentais un attendrissement dégoûté pour cette poitrine trop ferme, trop haute, trop pointue, ses fesses trop rondes, ses mollets trop moulés. Elle était nue sous ses vêtements et me rendait voyeur. J'observais mes collègues en catimini. J'avais la certitude que nous étions tous aperçus de l'étalage de la chair immodeste de cette femme. Ce malaise ne nous quittait plus. Un soir, au cocktail, nous parlâmes un peu. Un charme, une voix, une conversation, un sourire. Elle semblait complètement inconsciente de l'incongruité de son physique. À la nuit, je rentrais chez moi en pensant à elle. Cette pauvre fille, me répétais-je, a toutes les qualités du monde, sauf celle de pouvoir rendre un homme amoureux. Je l'imaginais nue, je me mettais à rire. Je trouvais la nature distraite, injuste. Je me trouvais cruel, tant pis. Tous les jours, je l'observais, tous les soirs, j'attendais le sommeil en pensant à elle. Un jour, j'ai appris qu'un de mes confrères du séminaire avait des vues sur elle. Je ravalais ma salive. Voulait-il se moquer d'elle? Je songeais immédiatement à protéger cette femme. Je quittais la table, la rejoignis, l'invitais à dîner. Au fond, j'étais assez content de moi. La pauvrette au moins échapperait à ce narquois mal attentionné. Le soir même, je m'amusais à me préparer comme pour me rendre à un rendez-vous galant. Je m'habillais. La fille cherchait en taxi. Lui fit les honneurs d'une des plus belles tables de la ville. Et là, sans presque le décider, j'entrepris de la séduire. Oh, l'opération m'amusait, car au fond, j'offrais à cette femme ce que aucun homme sans doute ne lui donnerait. J'étouffais de bonté et de sollicitude, je m'enivrais de mon gros cœur. À minuit, je la raccompagnai chez elle. Elle me proposa le dernier verre rituel, j'acceptais, amusé. Si elle aussi s'y mettait, la comédie devenait exhaustive. Nous buvions, nous parlions. Je l'observais sur son petit lit d'étudiante. J'avais envie de faire l'amour. Quel dommage que cette fille soit si laide, me disais-je. Qui tendit la main? Qui? Une heure après, nous étions tous les deux dans nos bras. Ce fut un éblouissement. Une nuit comme un matin. Méfiez-vous des femmes que vous trouvez laides, elles sont irrésistibles. Je suis moins compliqué que vous. J'ai trouvé Hélène Metternich splendide dès que je l'ai aperçue. Effet de la chimie de notre amour. Après moi, tous les hommes l'ont vue avec mes yeux. Cela ne me dit pas comment vous l'avez séduite. Oh, mais je ne l'ai pas séduite. C'est elle qui m'a séduite. La chute d'un homme, aucune femme ne résiste à cela.
J'étais désarmé contre elle. J'avais 5 ans, 10 ans, 20 ans, j'étais moi à tous mes âges. Ce n'est qu'auprès d'elle que j'ai enfin connu mon enfance et ma jeunesse, à 40 ans. Nous avons vécu plusieurs mois ensemble. J'avais loué un petit appartement au coin de l'université. Je la faisais rire. Ma prétention passait pour de l'humour. Je la faisais rire. Je crois que j'étais véritablement devenu délicieux, comme dans ses yeux. Je la couvrais de cadeaux. Pour la première fois, je savais quoi faire de mon argent. Et puis, elle m'aimait tellement qu'elle me faisait aimer. Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié? Bon, pour un écrivain, le mariage est comme une serpillière au milieu de la bibliothèque, non. J'ai préféré une brève folie à une longue sottise. Non, vous ne vous en tirez pas par amour. Pourquoi provoquer une rupture? Étiez-vous allergique au bonheur? Je tenais à Hélène. Lorsque nous nous jurions de nous aimer toujours, je voulais vraiment que ce toujours dure toujours. Mais je sais que les passions les plus intenses se promettent l'éternité, mais l'éternité passe vite. Vous avez eu peur que vos ébats ne se refroidissent? Eh bien évidemment, autant promettre d'avoir toujours la fièvre. Alors, pour que l'amour se fortifie, j'ai imposé la séparation. Je ne comprends toujours pas. Vous ne comprenez pas. Mais la vie à deux développait une tension intolérable. Demeurer côte à côte, dans la même pièce, dans le même lit, nous rappelait sans cesse que nous étions séparés. Je ne me suis jamais senti aussi seul que lorsque je la frôlais constamment. Nous nous jetions l'un sur l'autre pour étancher une soif inextinguible, une soif plus grande que nous, qui virait à la rage. Nous faisions l'amour jour et nuit, l'amour longuement, furieusement. Nous aurions voulu nous couler en une seule chair. Chaque séparation devenait amputation. Si nous ne nous touchions pas, je hurlais de haine, je cognais les murs. Elle s'affrontait une seule journée, je m'étiolais. Alors, finalement, nous avons fini par ne plus quitter l'appartement. Nous sommes restés 5 mois, je crois, à nous étreindre. Tout ce qu'il y a de détresse dans l'amour, c'est avec elle que je l'ai découvert. N'avez-vous jamais senti la cruauté tapie dans une caresse? On croit que la caresse nous rapproche, la caresse agace, nous sépare, exacerbe. La distance se creuse entre la paume et la peau. Il y a une douleur dans chaque caresse, la douleur de ne pas se rejoindre vraiment. La caresse est comme une solitude, un malentendu. Ça ne marche pas. Plus on s'excite, plus on recule. On croit que l'on caresse un corps, on ravive une blessure. Alors nous nous pressions, lèvres contre lèvres, dents contre dents, mêlant notre salive comme deux sauveteurs de noyés. Nous nous pressions, souffle à souffle, que cœur à cœur. J'essayais de me pousser en elle, elle voulait s'engloutir en moi. Nous voulions user, détruire tout ce qui nous séparait. Nous évanouir l'un dans l'autre, faire un, enfin, en une fusion définitive. Nous avions beau hurler, gigoter. Je demeurais en visite et elle en réception. Je restais moi, elle restait elle. Alors, malgré tant d'impuissance à nous rejoindre, nous tenait encore l'espoir de la jouissance. Oh, nous la sentions monter, irrésistible, cette seconde, nous allions enfin être ensemble, unis. Nous allions peut-être nous épandre l'un dans l'autre, un spasme, un autre spasme, et à nouveau la solitude. Pauvre petite jouissance qui resépare les corps, jouissance qui désunit des amours. Chacun allait rouler de son côté du lit, rendu au froid, au silence, au désert, à la mort. Nous étions deux, à jamais. Demeurait le souvenir d'un moment où j'avais cru sortir de moi. Comme une amertume triste et capiteuse, comme un parfum de magnolia qui alourdit un soir d'été. Le plaisir n'est qu'une manière d'échouer dans sa propre solitude. Je ne vois pas les choses comme vous. Mais vous ne voyez rien du tout. C'était plus de l'amour, c'était de l'esclavage. Je n'écrivais plus.
Je pensais qu'à elle. J'avais besoin d'elle. Vous l'avez sacrifié. Pardon. Vous avez sacrifié l'aide éternelle de votre œuvre. C'est un assassinat. Mais pas du tout. Nous avons rendu notre amour plus pur, plus essentiel, plus fort. Ah oui, pour vous, l'amante idéale, c'est celle qui n'est pas là? Bah, calmez-vous. À partir du moment où nous avons cessé de nous jeter l'un sur l'autre, notre liaison a pu s'ouvrir à notre dimension. En nous écrivant, nous parlions littérature, philosophie, art. Elle commentait chaque page que j'écrivais. Oh, elle ne m'épargnait pas. Je crois même qu'Hélène fut le seul critique sincère que j'ai jamais rencontré. Dans mes heures d'abattement, lorsque je me sentais plus vide que l'œil d'un cyclone, elle me redonnait la foi. Comme c'est pratique. Bah, écoutez, monsieur le journaliste, je trouve que vous prenez les choses bien à cœur. Vous vouliez de l'inédit, je vous en donne. Vous devriez être content plutôt que de vous mettre dans cet état-là. Le sexe n'est que chiennerie lorsqu'il se mêle à l'amour. Hélène et moi, nous devions de passer au-dessus de ces petites secousses. Voilà. Vous n'auriez jamais dû quitter cette femme. Je voudrais que vous me rendiez un service. Vous allez prendre cette lettre. De la remettre en main propre à Hélène Metternach et exiger qu'elle la lise devant vos yeux. Pourquoi? Elle n'ouvre plus vos lettres? Rendez-moi ce service sans discuter. Non, je ne comprends pas. Pourquoi vous imposez l'absence, vous obligez au manque? L'épée de Tristan. Pardon? L'épée de Tristan. Vous connaissez cette légende, c'est aussi une histoire d'ici. Les deux plus grands amants du monde finissent leur séjour terrestre allongés côte à côte sur un même lit pour l'éternité, avec entre eux l'épée de Tristan. Isolde n'a pu rester heureuse que grâce à l'épée qui la sépare de Tristan. Vous n'aimez pas l'amour, mais le mal d'amour. Sottise. Vous avez besoin d'Hélène pour brûler, vous consumer, vous lamenter, pour mourir, pas pour vivre. C'est vrai que j'ai un féroce appétit de mourir. De toute façon, vous ne savez même pas qui elle est. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce n'est pas Hélène que vous aimez, mais l'intensité de votre souffrance, la bizarrerie de votre histoire, les affres de cette séparation contre nature. Vous n'avez pas besoin de la présence d'Hélène, mais de son absence. Pas Hélène telle qu'elle est, mais Hélène telle qu'elle vous manque. Vous avez eu raison de ne pas révéler au public que votre livre venait de votre vie. On aurait découvert qu'Abel Snorko, le grand Abel Snorko, n'était qu'un simple adolescent boutonneux qui se languit en attendant le facteur depuis 15 ans. Mais calmez-vous! Calmez-vous, cette scène est totalement hors de propos! Vous n'auriez jamais dû quitter cette femme. Vous l'avez détruite en l'éloignant. Mais vous avez vraiment décidément les semelles enfoncées dans la boue. Tout a été fort entre nous. La caresse comme la séparation. Je n'ai rien sacrifié. Nous étions d'accord. Sinon, malgré vous, pourquoi aurait-elle accepté? J'imagine que, comme tous les êtres passionnés, elle avait une prédisposition intime au malheur. Et puis, elle vous aimait. Elle a accepté pour vous, rien que pour vous. Ouais. Vous étiez deux à penser au grand Abel Snorko. Elle et vous. Mais dites-moi, sa cause vous anime décidément beaucoup. Vous prenez facilement feu pour défendre votre compatriote. Ah, comme ça, vous connaissez bien Hélène Metternach. Très bien. C'est ma femme. Hélène Metternach est devenue Hélène Larsen. Larsen, vous savez, ce nom qui à lui seul comble les vides de la création. Allez, on a bien quelque chose. Un godet, un petit godet. Rien de tel qu'un petit godet glacé pour déglutir la glotte. Vous montez. Vous montez. Vous venez d'inventer cette histoire de mariage pour me mettre hors de moi. Prouvez-le.
Prouvez-le que vous êtes bien son mari. Vous voulez voir la photographie de notre mariage? Je ne l'avais jamais revu depuis que nous étions séparés. Vous l'avez joué. Quel grotesque. Oh, c'est vous là, déguisé en garçon d'honneur. Ah, cette cravate-là, c'est quoi? C'est une greffe? Il faut payer? Vous avez payé pour mettre cela? Oh, puis c'est quoi cette soucoupe sur la tête d'Hélène? Un chapeau. C'est une farce. Ce sont des photographies de soirée de réveillon. Vous avez voulu jouer au plus crétin, c'est ça? Vous vous moquez. Vous vous moquez. Bon, je ne doute pas que vous connaissiez Hélène, mais Hélène vit seule depuis 15 ans. Hélène écrit tous les jours, depuis 15 ans. Hélène n'est pas mariée. Oh, c'est bien joué, le coup de la photographie, très bien joué. Peut-être cet acte d'état civil vous convaincra-t-il plus. Le 7 avril, il y a 12 ans, Vous avez des enfants? non. Qu'est-ce que vous faites? Je veux savoir ce qu'elle m'a écrit. Le 7 avril, il y a 12 ans, le jour de son mariage. Pas de lettre. Le lendemain. « 8 avril. Mon amour, j'ai contemplé l'aube en pensant à toi. Je me disais que nous gardions peut-être ensemble le même soleil sur la même terre, au même instant du temps, et cependant, je n'arrivais pas à être heureuse. Voilà le chant d'une jeune mariée. Ce n'est bon ni pour vous, ni pour moi. Moi, qu'est-ce que je faisais ce jour-là? Comment ai-je pu ne rien sentir? J'étais malade, peut-être. Malade. Alors vous le saviez. Mais vous saviez tout en entrant ici. Naturellement. Pourquoi croyez-vous que j'ai demandé à vous rencontrer? Pourquoi me l'a-t-elle jamais écrit? Peut-être voulait-elle vous épargner? Elle aurait dû m'écrire. Elle aurait pu m'écrire son mariage avec vous. Mais je ne comprends pas. Non. Vous avez vécu combien de temps avec elle? 12 ans, c'est ça? 12 ans. N'allez quand même pas comparer cette cohabitation précaire avec une liaison de 15 ans. Tomber amoureux, c'est à la portée de n'importe qui. Mais... Bon, comparez pas, s'il vous plaît. Rien n'est comparable. Hélène et moi, nous pensons continuellement l'un à l'autre. Hélène et moi, nous nous écrivons tous les jours. Hélène et moi, nous nous racontons tout. Tout. Mais que savez-vous d'Hélène? Dans votre correspondance, elle s'est peut-être que vous la vouliez? Fidèle, attentive, effacée, enchaînée à votre génie? Allons, allons. Monsieur le ministre du mensonge, vous ne supportez donc que les vôtres? Elle aurait pu me le dire. Je vous ai dit. Elle aurait dû me le dire, son mariage avec vous. Peut-être voulait-elle vous épargner, ne pas vous apprendre que la vie pouvait continuer sans vous, ne pas vous signaler que vous êtes remplaçable, épargner votre orgueil,
c'est-à-dire les 9/10 de votre être. Il faut l'admettre, il y a une vie après Abel Marco. Cela ne vous surprenait pas, ce veuvage complet, après cette séparation. Vous n'avez jamais douté de son célibat? Jamais. Notre liaison était foudroyante, de nature à ne laisser que descendre. Vos semblables se sont beaucoup agités tout de même. Pardon? Je pense à toutes ces dames que l'on vous livre pour vos nuits. Oh, ne confondez pas tout. Aucune de ces plus rosâtres et trémulantes qui viennent me visiter une nuit n'a pu remplacer Hélène. Je les aime pour ce qu'elles sont, je les quitte pour ce qu'elles ne sont pas. Simple question d'hygiène. Je suis un homme et j'ai besoin de satisfaire un certain nombre de pulsions. Parce qu'une femme n'a pas de pulsion? Ah, parce que vous allez me dire qu'elle a épousé son étalon, qu'elle vous a choisi, vous, son 5 à 7. Vous me paraissez aussi sexy qu'un poireau cuit. Vous vous y connaissez en homme? Oui, je sais reconnaître l'homme à femme. Je le repère à sa narine. C'est une narine de renifleur. Une narine qui a besoin de s'approcher pour sentir. Une narine baladeuse. Une narine qui se glisse sous les plis, sous la peau, sous le coude. Vous avez la narine respectueuse. Hélène est la femme la plus sensuelle que j'ai jamais connue. Je me demande comment vous arrivez à la combler. Elle n'est pas tellement portée sur ces choses. Nous faisons rarement l'amour. Vous voyez? C'est elle qui l'exige. Elle m'assure qu'elle n'en a pas besoin. Une manière élégante de vous dire qu'au lit, vous êtes surtout bon à dormir. Je commence à saisir ce qui sonne faux chez vous. Ouais. La grossièreté. Partez. Cette situation nous abîme tous. Je n'ai pas du tout envie de partir. L'amant, la femme, l'amant trompé, le mari, sa poisse de vulgarité. J'imagine que vous avez un revolver dans votre poche. Mais pas du tout. Dommage. Hélène, la femme la plus sensuelle. Et croyez-vous vraiment que nous connaissons la même femme? Il y a deux Hélènes, la vôtre et la mienne. Et si elle nous a choisis tous les deux, si différents, c'est qu'elle voulait être différente avec chacun de nous. Avec vous, la passion, et avec moi, l'amour. L'amour? Oh mon pauvre garçon! Ça fait combien de temps que vous êtes mariés déjà? 12 ans. 12 ans! C'est plus de l'amour, ça c'est de la paresse! Vous croyez fort d'une sorte de proximité animale, celle des vaches à l'étable? Mais là, le quotidien n'abat pas les cloisons de la distance, au contraire, il édifie des murailles invisibles, des murailles qui montent et qui s'épaississent au fil des années. Formant une prison où on s'aperçoit toujours, oui, mais on se rejoint jamais. Ah, le quotidien, la transparence du quotidien. Transparence opaque, oui. Oh, bel amour! Celui qui s'endort dans l'habitude. Bel amour qui aime l'usure, l'écœurement. Bel amour fait de fatigue. Bel amour fait de chaussettes qui puent, de doigts dans le nez, de paix foireux sous les draps. Si on ne connaît pas la vie, on serait vigilant sublime. On a fait qu'on pas le sublime qu'on s'embourbe dans la vie. Mais notre histoire à nous est réelle. Nous sommes proches. Nous nous parlons, nous nous touchons tous les jours. J'aperçois sa nuit au réveil. Nous avons pris le risque de nous satisfaire ou de nous décevoir. Vous n'avez jamais eu le courage de faire un coup. Vous avez fui avant. Le courage, la faiblesse, oui. Non, le courage de s'engager, de faire confiance. Le courage d'être plus un homme rêvé, mais un homme réel. Savez-vous ce que c'est que l'intimité? Rien d'autre que le sentiment de ses limites. Il faut faire le deuil de sa puissance. Il faut montrer ce petit homme-là sans baisser les yeux. Vous avez évité l'intimité pour ne jamais cogner à vos limites. Parlez-moi votre philosophie et son armoire à linge. Vous êtes de ceux qui aimaient sans apprendre. Il n'y a rien à apprendre dans l'amour. Mais si, l'autre. Mais c'est à cause de vous si elle ne m'écrit plus. Vous avez lu mon livre? Vous avez découvert notre liaison? Vous lui avez fait une scène? Vous lui avez interdit de continuer? Croyez ce qui vous fait plaisir. Si. Vous l'avez menacé. Vous étiez fou de jalousie. Vous l'avez fait pleurer. Je connais Hélène. Elle a horreur de la violence.
Elle aura craint de vous faire mal, elle aura la prononcer. Mais même si elle a accepté de ne plus m'écrire, elle aura voulu me prévenir, m'expliquer. Ces lettres, ces dernières lettres, vous les avez interceptées, n'est-ce pas? Vous avez préféré que je me vide de mon sang pendant plusieurs mois, c'est cela? C'est cela. Vous me recevrez toutes ces lettres, parce que je ne veux plus de cette correspondance. Et mes lettres, celles que je lui ai écrites pendant 4 mois, où sont-elles? Les a-t-elle reçues pour moi? Et voici. Mais elles ne sont même pas ouvertes. Vous préfériez que je les lise? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire, espèce de diminué du bulbe? Nous aurions pu continuer de vivre ensemble par correspondance si vous n'étiez pas intervenu. Il ne fallait pas publier ce livre. Sans la prévenir, vous avez révélé au monde entier 15 ans d'intimité. Et mettre un autre nom ne changeait rien. Vous avez tout vulgarisé, c'est obscène. Et tout ça pourquoi? Pour faire un livre? Pour toucher de l'argent? C'est cela? J'ai mes raisons. Ah oui. Oui. Et ces raisons sont là, écrites dans cette lettre. La dernière, celle que vous devez lui remettre. Donnez-la moi. Elle ne vous est pas destinée. Elle me racontait ses journées, vous n'étiez pas dedans. Elle vous disait la vérité. Elle vous racontait les journées qu'elle passait avec vous, pas avec moi. À moi, elle ne racontait pas les journées qu'elle passait avec vous. Elle avait 2 vérités, c'est tout. La vérité avec vous, la vérité avec moi. 2 mensonges, oui, plutôt. Et qui vous fait croire qu'elle n'est qu'une? Sommes-nous une seule et même personne? Elle est finalement idéale avec vous, c'est vrai. Elle est ma femme au jour le jour, et c'est vrai aussi. Aucun de nous n'a connu les 2 Hélène. Et aucun de nous ne peut conduire les 2. Eh bien, dites donc le mari. On dirait que vous le prenez bien. Je n'ai jamais pensé que je pouvais résumer tous les hommes aux yeux d'Hélène. Vous écoutiez les variations pneumatiques lorsque je suis arrivé? Ouais, vous voulez savoir ce que j'ai mangé aussi? C'est elle qui vous les a offerts. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Cocu et complaisant, vous êtes déjà bien lardé, non? Vous pourriez me vous taire. C'est elle qui vous les a fait donner. Oui! Je suis sûr que c'est elle. Oui! Oui. La première nuit, nous nous sommes échangés des paroles d'amour. Elle m'a souri tendrement et elle m'a tendu ce disque, les variations énigmatiques d'Elgar. Elle m'a dit, nous nous adressons des mots d'amour, mais qui sommes-nous? À qui dis-tu je t'aime? À qui je dis aussi? On ne sait pas qui on aime. On ne le saura jamais. Je t'offre cette musique pour que tu y réfléchisses. On ne sait pas qui on aime. On ne le sait jamais. Mais comment savez-vous cela? J'ai retranché de mon livre. Elle nous l'a dit aussi le premier soir où nous avons échangé les paroles d'amour. C'est peut-être la seule chose d'elle que nous avons en commun tous les 2. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps, comme vous, de m'habituer à cette idée. Je ne barbote pas à l'aise dans le partage. Les variations énigmatiques. Des variations sur une mélodie que l'on n'entend pas. Édouard Edgar, le compositeur, prétend qu'il s'agit d'un air très connu, mais jamais personne ne l'a identifié. Une mélodie cachée, que l'on devine, qui s'esquisse, qui disparaît. Une mélodie que l'on est forcé de rêver. Insaisissable, énigmatique, aussi lointaine que le sourire d'Hélène. Les femmes, ce sont ces mélodies qu'on rêve et que l'on n'entend pas. Qui aime-t-on quand on aime? On ne le sait jamais. Jamais. Combien de variations déjà? 14 variations. Ouais. 14 façons d'appréhender une mélodie absente. Ouais. Et vous
croyez que nous sommes 14? Je plaisantais. Bon, je crois que nous nous sommes tout dit, non? J'ai appris qu'Hélène était mariée, et qu'elle me cache depuis 12 ans. Bien. J'ai même fait la connaissance de son mari, oh, un homme très décoratif, un apôtre de la communauté, un parcouseur de bons sentiments. Bien. Je sais maintenant pourquoi elle ne m'écrit plus. Bien. J'estime que ce vaudeville pourrait en rester là. Je crois que toutes ces péripéties ne m'amusent plus du tout. Finalement, j'avais beaucoup plus raison que je le disais tout à l'heure, parce que je disais que mon roman n'était qu'une fiction. Cette femme n'existe plus. Elle sort de ma tête. C'est le roman le plus imaginatif que j'ai jamais écrit, et je ne le savais même pas. Mais ne regrettez rien. 12 ans 12 ans, mais quelle invention! C'était elle l'écrivain. Oh. Elle prétendait que toutes ses pensées m'étaient dédiées, alors qu'elle déjeunait avec vous, qu'elle dînait avec vous, qu'elle dormait dans les mêmes draps que vous. Elle jouait les vigiles de la sincérité auprès de moi. Elle se montrait dure, sévère, exigeante. Elle ne m'épargnait pas. Et moi, je l'écoutais comme un enfant écoute sa mère. Et quel con! J'ai fui ce monde pour échapper à la vulgarité triomphante. Je me suis limité à cette femme. Je recueillais la moindre de ses paroles avec un zèle religieux. Et j'apprends qu'elle m'a tranquillement dupé. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette garce? Quelle bouillie immonde lui tient lieu de conscience! Vous allez rentrer chez vous et vous allez lui dire que je ne veux plus entendre parler d'elle, que je reprends tout, le temps, le soin, les soucis que j'ai formés pour elle, toutes les pensées que j'ai formées pour elle, tous les sentiments que je lui ai adressés. Et vous allez lui dire qu'il n'y a qu'une seule chose que je ne désapprouve pas, c'est d'avoir publié notre correspondance. Car après tout, comme toutes les grandes salopes, elle est assez bonne écrivain. Je ne lui dirai pas. Si, vous lui direz! Vous lui direz que je relis ce livre, qui n'est plus moi, de moi, qui n'est que d'elle. Je lui donne tous les droits d'auteur. Oh, rassurez-la, dites-lui que sa petite supercherie, outre l'amusement qu'elle a pu lui procurer pendant 12 ans, lui rapportera des millions. Dites-lui que je ne veux plus rien partager avec elle, que je l'emmerde et que je la pulvérise. Je ne lui dirai pas. Si, vous lui direz! En bon petit mari vous êtes, en bon petit chien qui accepte tout. Vous allez rentrer chez vous. Oh, elle vous attend déjà, impatiente. Elle s'amuse déjà beaucoup de temps à l'idée de notre rencontre. Transmettez-lui mon plus mauvais souvenir. Dites-lui que ce n'est qu'une raclure de mouche, que je n'entends qu'une seule seconde, qui arrivera très proche, j'espère. La seconde où je l'aurai totalement oubliée. Dites-lui qu'elle est désormais finie, éteinte, rendue au mur des médiocres. Arrêtez, je ne lui dirai pas. Pourquoi? Parce qu'elle est morte. Hélène est morte. L'agonie a duré 3 mois. 3 mois, c'est long pour mourir, et c'est court pour vivre. Lorsque les médecins lui ont fait leur diagnostic, elle a eu un mouvement de révolte. Elle s'est mise en colère. Elle était décidée à se battre. Mais la colère n'était que l'étude de son caractère. Le lendemain, elle avait consenti. Elle ne s'est pas levée. Elle est restée allongée dans le lit. Elle me regardait comme une enfant punie. Je ne veux pas aller à l'hôpital, je veux qu'on me soigne ici. Et quand elle disait soigner, c'était un autre mot qu'elle pensait. Un mot trop dur pour ses lèvres. Un mot qu'elle ne prononcerait pas. Ah, les médecins ont accepté. Je suis devenu à moi tout seul un hôpital et ses aides-soignants. Je ne vivais plus que dans le souci d'Hélène. Lui donner ses médicaments, la faire manger, m'assurer qu'elle dormait, lui raconter des histoires, tenter de la faire rire. Oh, je savais tout cela, pertinemment que tout cela ne servait à rien, que c'était lutter contre l'inéluctable. Mais c'était seulement comme cela, désormais, que je pouvais encore lui montrer que je l'aimais. Elle recevait cette attention inquiète avec naturel. Il semblait à peine s'en rendre compte. Je vais vous dire ce qu'il y a de plus terrible dans une agonie, monsieur Snorko. C'est qu'on perd les promènes bien avant qu'il ne meure. On le voit se rapetisser dans les draps, s'alourdir d'un poids d'angoisse plus, se replier dans un secret inaccessible. On voit ses yeux errer dans des mondes où il ne dit plus rien. Hélène était toujours là, et cependant, Hélène était absente. La douleur pour moi, monsieur Snorko, c'est que parfois, tous mes soins, cette forme désespérée d'amour ne semble plus toucher que de l'indifférence.
Les derniers jours, elle ne parlait même plus. Elle était devenue si légère qu'on n'avait pas l'impression qu'elle était couchée, mais qu'elle était simplement posée à la surface du lit. Sans peser. Comme un oiseau. Un pauvre oiseau sans aile. Je mettais 2 heures à la nourrir d'une pomme. J'en venais à souhaiter qu'elle meure pour de bon, et j'avais honte de mes pensées. Elle était entre la vie et la mort. Et moi, entre l'amour et la haine. L'agonie déforme tout. Et tout le monde, monsieur Snorko. Elle est morte le jour du printemps. Les neiges fondaient depuis 2 semaines. Chargeant les routes de boue, notre rivière débordait et la circulation stagnait de Brosnik. Et puis, ce matin-là, dans une eau qui pour la première fois montrait la steppe verte jaunissante, les brins d'herbe étaient au soleil. Elle s'est endormie. Définitivement. Ce matin-là, il y avait des alouettes dans le ciel. Merci. Merci d'avoir été là auprès d'elle. J'ai honte. Je n'ai jamais rien fait pour elle. Vous vous trompez? Je ne pensais qu'à moi. Je tempêtais contre elle, peut-être. Je pensais qu'à mon livre inutile. Mais non, votre absence lui faisait du bien. Pour vous, elle était toujours Hélène, attentive, intelligente, belle, ronde et ferme. Pour vous, elle existait toujours telle que vous la désiriez, telle qu'elle se désirait. Pour vous, grâce à la distance, elle demeurait vivante, intacte, enfermée dans votre songe. Et le sien serait une entamée d'elle-même qui lui permettait de nier les dégradations chaque jour plus affolantes. En ignorant tout, vous l'avez aussi rendue heureuse. Maintenant, je sais que dans ses rêves et son silence, elle partait ici, vers vous. Il fallait m'appeler. Le lendemain de l'enterrement, j'ai brûlé le matelas qui portait en creux les traces de son corps. J'ai jeté ses vêtements que plus rien ne remplirait jamais. J'ai donné le fauteuil où elle allait s'asseoir. J'avais l'impression que ce n'était pas un meuble, mais un chien qui me demandait d'un regard implorant où était sa détresse. Puis au début de l'après-midi, j'ai pris la clé de son secrétaire. Et j'ai découvert les lettres. Vos lettres. Et le brouillon des siennes. Vous avez dû souffrir encore plus. J'étais soulagé d'apprendre qu'elle avait éprouvé plus de bonheur que je ne pensais. Plus de joie que celle que je lui ai donnée. J'étais soulagé que la vie n'ait pas été trop avare avec elle. Ce qui m'a fait souffrir, ce sont toutes ces lettres qu'elle ne vous avait pas envoyées. Celles où elle disait ce qu'il fallait vous taire, à quel point vous lui manquiez. Celles où elle hurlait d'amour et d'abandon. Celles où elle disait qu'elle ne pourrait plus jamais revivre. Celles où je comprenais que vous étiez le seul homme de sa vie. C'était des lettres pour elle, pas pour vous. Encore moins pour moi. Personne n'était destiné à entendre ce cri. Je vais partir à Dubrovnik avec vous, lui porter des fleurs. Venez. Je pars avec vous. Vous n'entendez pas? J'ai l'impression qu'elle est là entre nous deux pour la première fois. Là? Là? C'est que... faut que je fasse une valise. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'affaires. Oui. Ça fait une dizaine d'années que je n'ai pas quitté cette île. Je ne sais pas quoi prendre. Que me faut-il? Voulez-vous que je vous aide? Oui. Oui. Merci, je suis un peu infirme de ce côté-là. Hélène?
Je n'aurais jamais cru que vous pleureriez. Je n'ai jamais pleuré. Excusez-moi, mais je ne supporte pas les contacts d'un homme. Un jour, Hélène m'avait dit qu'elle voudrait se voir mourir, qu'elle voudrait assister à sa mort, qu'elle ne voudrait pas rater cela. C'est finalement ce qui s'est passé. Elle avait eu une alerte il y a 10 ans. Dans sa famille, toutes les femmes mouraient d'un cancer. J'ai eu peur à ce moment-là. Je me suis dit qu'il faudrait que je quitte cette île, que je rompe ce pacte ridicule, que nous vivions ensemble. Mais finalement, les analyses avaient été faites et la tumeur s'était résorbée. Hélène avait gagné. Et depuis, vous donnez tout votre argent à la recherche médicale. C'est pour ça. Besoin de rien pour vivre ici, oui. C'est pour cela. Cette alerte nous avait rendus plus proches, plus intimes, comme mûris par une peur que nous avions éprouvée ensemble. Mais nous ne parlions jamais de la mort. Mais c'est cela qui lui faisait tant de bien, que vous l'aimiez, comme si elle et vous étiez immortels. Il y avait l'insouciance d'enfant dans votre amour. Moi, c'est le contraire. J'ai toujours aimé comme un vieillard. J'ai l'amour inquiet, depuis toujours. Pour moi, quand Hélène trébuchait, elle se cassait. Quand elle saignait, elle se vidait. Quand elle toussait, elle mourait. Combien de fois s'est-elle moquée de moi et de mes peurs? Je l'aimais de manière désespérée, comme un être furtif, éphémère, qui devait m'être enlevé. Je ne l'ai jamais aimé dans l'insouciance. J'avais raison. Je suis content que vous existiez. Moi, je n'étais pas doué pour être vous. Je ne suis qu'une de ces boursouflures inutiles, qu'on écoute et qu'on respecte. Je crois que je me suis inventé le culte de la littérature simplement pour m'épargner la peine de vivre dont j'avais peur. Oh, sur le papier, j'étais héroïque. Dans la réalité, je ne sais même pas si j'ai délivré un lapin de son piège. Dans la vie, je voulais l'écrire, la composer, la dominer, là, assis au milieu de mon île, dans le monde du monde. Moi, je ne voulais pas vivre dans le temps qui m'était donné, non, trop orgueilleux. Je ne voulais pas vivre non plus dans le temps des autres. Moi, le temps, je voulais l'inventer, le créer, et le réguler avec le sablier de mon écriture, vanité. Je suis plus noble. L'herbe pousse, la terre tourne. Je suis plus noble. Les enfants meurent. Je suis plus noble. Et je vate ici, comme si j'allais changer le cours des choses. Vous faites partie de ces obscurs qu'on aperçoit à peine dans l'épaisseur des brouillards. Moi, je suis de ceux que l'on respecte, inutile. Que dois-je prendre? Je vais préparer vos affaires. Oui. Aussi, ça me gêne un peu, mais merci. C'est pas bon. Attention, l'escalier est rude. Prenez les affaires que vous voulez, je les mettrai. Je ne vous savais pas si handicapé du quotidien. On ne sait même pas faire mon lit ni plier une serviette. Comment faites-vous la vaisselle? À la salive. Je donne des ordres. J'ai une femme de ménage qui vient tous les matins. Elle arrange tout. Si elle n'était pas si laide, je dirais que c'est une fée. Hélène était comme vous, tout le contraire d'une femme d'intérieur. J'étais obligé de m'occuper de tout. Quelle chemise je prends, la bleue ou la blanche? Oh, je suis sûr que la bleue vous met en valeur. Elle rappelle la couleur de vos yeux. Ah. Slip ou caleçon? Oh, ne soyez pas vulgaire. J'ai besoin de savoir, slip ou caleçon? Oh, je ne prononce jamais ces mots, je les trouve obscènes. Slip? Caleçon? Oui, slip. On dirait une culotte qui tombe. Caleçon, une culotte qui remonte. Ne dis pas lesquels je prends. Prenez celle qui remonte.
8 paires de chaussettes, 2 pantalons, 2 pulls et 8 machins qui remontent. Oui, merci. Vous savez, je viens que pour un jour ou deux, pas une semaine. Oh, ce serait dommage de faire le voyage pour si peu de temps. Vous verrez, vous serez bien à la maison. À la maison. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Depuis le temps. Depuis le temps. Attendez, qu'il n'y ait pas de malentendu. Et que ce soit clair. J'apprécie beaucoup votre démarche et votre attitude avec Hélène, et je vous en suis reconnaissant, mais je viens pour elle, pas pour vous. Mais j'avais bien compris. Et concevez bien que nous ne serons jamais amis, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Où sont vos affaires de toilette? Bon, laissez, je finirai mon sac moi-même. Excusez-moi, mais je n'ai pas l'habitude de partager cette musique avec quiconque. Ni de rien partager d'ailleurs. Bien sûr. Je voulais vous poser une question. Lorsque vous faites l'amour, est-ce que vous allumez ou vous éteignez la lumière? Question dépourvue d'intérêt. S'il vous plaît. J'éteins. J'en étais sûr. Une question encore, rien qu'une seule. Avez-vous couché avec votre meilleur ami? Vous devenez fou. Je suis sérieux. Avez-vous couché avec votre meilleur ami? Je n'ai pas d'amis. Je vous demande une réponse. Voulez-vous en finir? Votre réponse? Ce serait non. Hélène était ma meilleure amie. Ce fut par cette porte qu'elle est entrée dans ma vie. Un sourire, des discussions, et l'habitude, très vite. Je lui racontais mes déboires sentimentaux, elle s'en amusait, me conseillait. Nous vivions presque l'un chez l'autre. Et puis un jour, nous nous sommes rendus compte que nous étions aussi un homme et une femme. J'ai fait l'amour avec ma meilleure amie. Cela se pratique en pleine lumière. Le plaisir a enfin un visage. Idiot. On va beaucoup plus loin dans le sexe lorsque l'on ferme les yeux. Idiot. On voit beaucoup plus loin dans l'amour, les yeux ouverts. J'ai ma petite théorie là-dessus. Avec elle, nous... Mais ça ne me regarde pas! Eric. L'ami Eric. Vous êtes le Eric dont elle m'a parlé déjà il y a longtemps. Et dont elle a cessé de vous parler il y a 12 ans, lorsque nous nous sommes mariés. Vous n'étiez pas journaliste. Professeur de musique. Et je le suis toujours. La Gazette de Dobrovnik n'existe pas. J'ai inventé cette histoire pour arriver à vous. Je vous ai d'ailleurs trouvé naïf sur ce coup-là. Ou impatient peut-être. Le bac va bientôt repasser. Je vais prendre un manteau et je reviens. Quel dommage de partir. C'est aujourd'hui que le crépuscule passe à la nuit. Le premier crépuscule depuis 6 mois. Le dernier avant 1 an. Mais il a fallu que vous choisissiez ce moment pour venir. Quand est-elle morte exactement? Je vous demande, quand Hélène est morte? Un mardi, le mardi 21 mars. Ah oui. Elle, vous m'aviez dit. C'était le jour du printemps. Le jour du printemps. Il y a 10 ans.
Je n'ai vécu avec Hélène que 2 ans. Le lendemain de l'enterrement, lorsque j'ai voulu ranger, j'ai découvert les lettres, vos lettres. J'ai découvert votre amour, ce qu'il avait été et ce qu'il était devenu. Elle me manquait terriblement, alors le soir, j'ai pris la plume et je vous ai écrit. J'ai toujours su imiter les écritures, et particulièrement la sienne. Cela ne m'était en Rome, d'ailleurs. Alors c'est vous? Depuis 10 ans, plusieurs fois par semaine, presque tous les jours. J'imagine que je n'ai pas d'excuses à vos yeux. Mais je ne voulais pas qu'elle meure. Elle vivait toujours quand je recevais vos lettres. Là, j'embrasse tes lèvres, celle du dessous, qui est la plus sensible, celle qui gonfle pendant l'amour. C'est vous qui l'avez écrit? Arrêtez ce gênant. C'est vous qui l'avez écrit? J'ai recherché dans les lettres précédentes, je me suis documenté. Et je te caresse le haut de la cuisse à l'intérieur, là où il fait toujours chaud, là d'où les frissons partent pour transir tout ton corps. Moi, ça me fait ça. Moi aussi. Filez. Filez. Cette fois-ci, vous avez intérêt à courir. Et courir vite, car cette fois-ci, je ne viserai pas le portail. Je m'en moque. Pourquoi avez-vous publié votre correspondance? Je suis venu vous poser une seule question. Je savais ce que je faisais en venant. Pourquoi avez-vous publié vos lettres avec Hélène? Pourquoi? Ça ne vous regarde pas. Ça me regarde. Depuis 10 ans, je sais tout de vous. Et j'ai fait vivre Hélène. Vous l'avez tuée. Vous l'avez tuée. Si le livre n'était pas paru, j'aurais pu continuer à vous écrire jusqu'à ma mort. Ma mort est totalement différente. Mais avant de me supprimer, vous devez me dire pourquoi. Abel Sborko, je suis Hélène. Depuis 10 ans, nous nous aimons à travers elle. Nous nous disons tout en elle. Vous avez tué Hélène en publiant ce livre, mais qu'est-ce qui vous a pris? La réponse est là, dans votre poche, dans la lettre, la dernière, celle que vous deviez lui remettre. Mais pas pour vous. J'ai eu peur, très peur. J'ai voulu revoir Hélène, elle a refusé. C'était le contrat. C'était le contrat. Il fallait me dire la vérité. Tout simplement. Je serais venu. Au lieu de me provoquer en publiant ce livre. Mais je ne veux pas vous voir, et je ne vous ai pas provoqué, je n'ai rien à vous dire. Lorsque le docteur a dit que j'avais ce crabe en moi qui me mangeait progressivement, j'ai décidé que je me ferais pas soigner. Je voulais qu'une seule chose, revoir Hélène, sans lui dire qu'il s'agirait de la dernière fois. Mais ça a refusé, elle invoquait le contrat. Alors il me restait qu'une seule solution. La provoquer. Aussi lorsque mon éditeur est venu, ai-je risqué le tout pour le tout, je lui ai tendu ce paquet de lettres. Je lui ai dit voilà mon roman. Oui, il l'a publié, rapidement. Alors, j'attendais qu'une seule chose, la réaction d'Hélène. Qu'elle se mit en colère, qu'elle débarqua ici. Il ne s'est rien passé. Et où est-il le crabe? Dans le poumon comme elle. Je vous envie d'être si proche d'elle. Et de mourir quand même, peut-être. Je vais même pas mourir. On a refait des analyses, tous raisons. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Je fais partie de ces cadavres qu'il faut enterrer plusieurs fois. Ou ça me fait rien de mourir. Si je peux encore écrire. Ma vie, j'ai toujours dit que la vie n'était qu'une imposture.
On nous y met sans notre accord, on nous en déloge malgré nous. Mais que l'on croit qu'on l'on touche quelque chose, que quelque chose s'évanouit. Nous n'aimons jamais que des fantômes, et les autres demeurent des énigmes dont on ne nous donne jamais la clé. J'imaginais que lorsque je mourrais, des voiles se soulèveraient. Des voiles, beaux voiles lourds et épais, comme des jupons. Aucun instant, un instant seulement, j'entrevois la vérité et ses cuisses nues. Je dois être mort déjà. Je vais rester auprès de vous. Non, vous allez partir. Naturellement, je ne vais pas aller à Nebrozik, du moins pas avec vous. Je vais rester ici faire le deuil d'Hélène tout seul. Vous savez, lorsqu'on l'a enseveli il y a 10 ans, j'ai pensé qu'en même temps qu'Hélène, c'était l'amour qui était entré sous terre. Et puis il y a eu vous, et elle à travers vous. Et je me suis rendu compte que le globe n'était pas si vide. Il l'est pour moi. Qu'est-ce qu'un amour partagé? Deux rêves qui par hasard s'accordent. Un malentendu heureux, un malentendu. Bien entendu des deux côtés. Est-ce que nous ne pouvons pas nous parler à travers nos rêves? Désolé, mais moi, mes rêves n'ont pas le même sexe que vous. Moi, ce que j'ai appris ces 10 dernières années, c'est que l'amour n'a pas de sexe. Dehors! On doit la vie aux morts, on la doit aussi aux vivants. Dehors! Au début, je ne t'aimais pas, Abel Sborko. Tu n'es que suffisance, arrogance, prétention. Tu as passé plus de temps à prendre la pose du génie qui en manifestait vraiment. Je n'écrivais que pour faire vivre Hélène. Et puis j'ai découvert sous tes défauts une seule lumière, une petite flamme vacillante, émouvante, attendrissante, terrible, la peur. Tu n'es que peur, Abel Sborko. Peur de la vie que tu as fui, peur de l'amour que tu as évité, peur des femmes que tu n'as fait que baiser. Tu t'es réfugié dans tes livres et sur cette île. C'est pour ceci que tu es devenu grand et que chaque lecteur se retrouve en toi. Tu as plus peur que tout le monde. Tout est excessif en toi. La colère et l'amour, l'égoïsme et la tendresse, la sottise et l'intelligence. Tout est saillant, abrupt, coupant. On s'y promène comme dans une forêt sauvage. On s'y égare. On s'y perd. C'est vivant. C'est vivant. J'ai besoin de vous. Dehors. Mais qu'allez-vous faire? Vieillir! Depuis que je vous ai rencontré, je ressens des prédispositions pour cela. Pour vous? C'est vieillir. Sans inquiétude, sans descendance. Beaucoup d'argent, rien à faire. Je vais devenir un imbécile complet. Un imbécile heureux, Éric Larsen, grâce à vous. Je n'attends plus de la vie. Une digestion facile, un sommeil profond. Le vide. Enfin, le vide, grâce à vous. Merci. Adieu. Il fait nuit. Il fait froid. Adieu, Abel Sborko. Il va falloir changer votre portrait. Il est fusillé.
puis la lumière, Grégoire. Il y a un verre qui vous attend. Une autre. Ça, c'est pour toi. Ça fait pas la même différence. Bon, bah, tout de suite. Bonjour. Vous voulez des nouvelles? Ben, je vais vous en donner, moi, de la nouvelle. Et de la forte. Et de l'exclusive. Allons, mon garçon. Vous n'auriez pas fait tous ces kilomètres pour rien, vous me vexeriez. Vous voulez une révélation? Je vais vous en faire, moi, une révélation. Et pourquoi me feriez-vous ce cadeau? Ce n'est pas un cadeau, c'est un échange. Je vous donne une information et vous me rendez un service. Et quel service? Porter une lettre, la remettre aux mains propres. Vous croyez que je vais mentir, peut-être? Oui, je le crois. Je crois que vous allez encore mentir, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Je préférerais pourtant. Mais à quoi reconnaîtrais-je la vérité? À son indélicatesse. Mais vous saviez. Vous saviez tout en entrant ici. Naturellement. Pourquoi croyez-vous que j'ai demandé à vous rencontrer? Pourquoi me l'a-t-elle jamais écrit? Peut-être était-elle vous épargner. Autant vous apprendre que la vie pouvait continuer sans vous. Ne pas vous signaler que vous êtes remplaçable. Épargner votre orgueil. C'est-à-dire les 9 dixièmes de retraite. Oh! Il faut l'admettre, il y a une vie après la Mais... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Hélène et moi, nous pensons continuellement l'un à l'autre. Hélène et moi, nous nous racontons tout. Tout. Tout! Que savez-vous d'Hélène? Dans votre correspondance, elle c'était elle que vous la vouliez. Fidèle, attentive, effacée, dans l'attente, enchaînée à votre génie. Alors, au long de ces milliers de mensonges, vous ne supportez donc que les vôtres? Il aurait pu me le dire. Elle aurait dû me le dire, son mariage avec vous. Encore une fois, elle a voulu vous épargner. Ça ne vous surprenait pas ce veuvage complet après cette séparation? Vous n'avez jamais douté de son célibat? Non, jamais.